That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Mosley. Tu n'es pas souvent là les mardis. Oui, effectivement. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui t'emmène ici ce mardi? Alors, c'est l'actualité, et notamment l'actualité politique qui nous amène à être là ce mardi matin. Et nous avons le plaisir d'accueillir, on a eu le plaisir d'inviter deux personnes qui ont une bonne lecture de la situation ou la vie politique nationale et qui sont des militants de deux partis aujourd'hui qui tendent à s'imposer. Bon, le Parti démocratique gabonais, lui, n'est plus, son implantation n'est plus à démontrer, mais Démocratie Nouvelle, depuis pratiquement 2017-2018, est en train de s'inscrire comme un parti sur lequel on pourrait compter, notamment en ce qui concerne l'opposition politique au niveau de notre pays. D'ailleurs, on a pu constater qu'il a engrangé aux dernières élections législatives un certain nombre de sièges, notamment en ce qui concerne les législatives dans le département du Thème. Et nous, ce matin, ce qui nous a amené à les inviter, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de parler de l'actualité qui est en rapport avec la création du nouveau gouvernement, mais également, du moins la nomination du nouveau gouvernement, mais également tout ce qui est en rapport aujourd'hui avec l'environnement politique national. D'accord. On a donc dans le studio le docteur Jonathan Dutoum, qui est enseignant-chercheur à l'UOB, porte-parole du parti Démocratie Nouvelle. C'est le parti de M. Eyoro. René de Mezo-Bien. Oui. C'est le même parti dans lequel M. Eyoro qui est avec nous hier. Dans lequel il est militant, oui, effectivement. Et on a aussi M. Nzé Michel Philippe, qui est secrétaire national au PDG. Oui, secrétaire national du Parti démocratique gabonais, effectivement. D'accord, ok, avec eux. Donc on va s'entretenir sur des questions. Messieurs, bonjour. 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 Docteur Jonathan, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre studio Urban FM. On vous souhaite déjà une bonne journée déjà. Et, merci. Voilà. Monsieur Nzé Michel Philippe, bonjour. Bonjour. Ma première question, c'est vraiment hors sujet de Mosley, c'est pour le docteur Jonathan Dutoum. La situation actuelle à l'université, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez que lorsque j'ai eu les charges gouvernementales à un moment donné, j'ai essayé de lever le pied et l'équipe pédagogique à l'époque avait estimé qu'il fallait me décharger d'un certain nombre d'heures de cours. Donc, depuis 2017, je n'étais plus à 100% à l'université en dehors de quelques cours en Master 2, Master 1. Bon, maintenant, la situation à l'université, je ne pense pas qu'il ait pu changer depuis là. Il y a un déficit en infrastructure. Il y a environ aujourd'hui près de 35 000 étudiants, y compris le personnel technique, le personnel enseignant. C'est presque toute une ville. Je peux vous dire que l'université est plus peuplée que ma ville de Minzik aujourd'hui. Et donc, c'est quasiment une poudrière là-bas avec tous les problèmes qu'il y a, problème d'infrastructure, manque de salles de classe, disons d'amphi pour les étudiants, et puis je préfère m'arrêter aux aspects pédagogiques. Je ne veux pas m'avancer sur d'autres problèmes dont je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Donc, du coup, c'est dire que même les cours qu'on a dit qu'ils allaient reprendre n'ont pas du tout repris à cause d'un certain nombre de conditionnalités posées par des enseignants-chercheurs, notamment des problèmes liés à la sécurité par rapport à la pandémie du Covid-19. Toutes les mesures n'ont pas été prises en matière de gel hydroalcoolique, en matière de lavage de dispositifs pour pouvoir laver les mains pour les enseignants et pour les étudiants. Et puis en matière de traitement des enseignants par rapport à la dette sur les vacations. Voilà un ensemble de problèmes qui fassent que pour l'instant, les cours n'ont pas démarré comme annoncé. Et voilà la situation. Et je vous dis que c'est intenable en ce moment parce que pour un cours en licence 2 où on vous donne 600 étudiants, vous n'avez qu'une salle qui ne peut contenir que 70 à 75 étudiants et ajouter à la crise sanitaire. Vous voyez qu'il est donc impossible pour l'instant de pouvoir dispenser des cours dans des conditions adéquates sans pour autant se mettre en danger et pour les étudiants et pour les enseignants. Voilà grosso modo à peu près ce que je peux dire par rapport à l'université Omar Bongo aujourd'hui, mais nous espérons qu'avec la volonté des plus hautes autorités, que la prochaine année académique verra un certain nombre de problèmes déjà réglés. Alors nous ce matin, comme je disais tout à l'heure, c'est parler de l'actualité, et l'actualité du moment, c'est la nomination de Rose Christiane Osuka Raponda au poste de Premier ministre chef du gouvernement. Et la question est de savoir quelle est votre appréciation
sur ce choix, peut-être pas sur le plan de l'individu, mais sur le choix fait, mais également sur la composition du gouvernement. Chacun d'entre vous peut prendre la parole. Je laisse Je suis déjà tout heureux de retrouver mon grand frère Michel Philibuzé. Ça faisait longtemps que nous nous étions pas retrouvés sur les plateaux. Vous savez que nous avons fait chemin ensemble depuis 2008. Nous sommes sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio. Bon, par rapport à la question, vous savez, je suis un ancien membre du gouvernement. Et il n'est pas de mon aloi de pouvoir donner un jugement de valeur sur un choix opéré par le chef de l'État à travers la nomination d'un Premier ministre. Mais ce que je puis dire, c'est que le président de la République a créé là un déclic dans la société, concrétisant donc ce qu'il a appelé la décennie de la femme, en nommant Madame Rose Christiane Osuka Raponda au poste de Premier ministre du gouvernement. C'est une première fois dans notre pays et dans la sous-région. En dehors peut-être du Rwanda, du Burundi en 1993-94 où je pense Sylvie Sineki au Rwanda où on a vu des femmes premiers ministres, mais ça ne s'était jamais vu en Afrique et surtout dans la sous-région d'Afrique centrale, c'est la première fois. Donc le président crée donc ce déclic-là et met en concrétisation la question de la décennie de la femme. Bon, maintenant, sur la personne, je puis vous dire que j'ai été dans le même gouvernement que Madame Osuka. C'est une femme affable, très respectueuse et assez réservée. Mais on a aussi son passage à la mairie de Libreville où, ne serait-ce qu'en regardant les salles de l'hôtel de ville de Libreville, on sent qu'elle a beaucoup travaillé. Et lorsque j'étais au gouvernement, elle nous a rejoints en tant que ministre de la Défense. Je pense que ses compétences parlent d'elles-mêmes et à partir de là, nous ne pouvons qu'attendre les résultats. Nous nous réjouissons et d'ailleurs, mon parti et moi-même, nous présentons nos félicitations à Madame le Premier ministre et nous souhaitons bonne chance à son équipe gouvernementale qui arrive dans un contexte assez difficile, le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a fait des dégâts collatéraux sur le plan économique et social aujourd'hui à travers le monde. Et donc du coup, nous pensons que la tâche ne va pas être facile, mais nous devons lui accorder le bénéfice du doute, lui accorder ce qu'on appelle souvent les 100 jours, lui permettre de pouvoir faire asseoir son équipe et prendre à bras le corps tous les problèmes aujourd'hui au Gabon. Mais ces problèmes ne vont pas être réglés en un seul jour. Il faut donc donner du temps au temps pour que le Premier ministre et son équipe, qu'elle vient de mettre sur pied, essayent d'aborder des questions prioritaires, pas à pas, mètre après mètre. Et nous nous réjouissons de ce que le président ait pu porter son choix sur cette dame qui est parmi les dames les plus brillantes de sa génération, je puis dire. Parce qu'elle a été femme Premier ministre du budget, c'est-à-dire elle a été la première femme maire de Libreville. Elle est la deuxième femme ministre de la Défense, après Angeline Goma, et elle est la première femme Premier ministre. Donc, vous voyez, elle nage entre premier, deuxième, et nous espérons que cette étoile-là va briller au profit du Gabon. Toutefois, je ne peux pas ne pas émettre un petit regret. Je fais partie du Parti Démocratie Nouvelle. Et dans ce sens, nous avions été depuis les accords d'Angondje, un des partis, sans être de la majorité présidentielle, mais un des partis alliés au président de la République. Et nous remarquons que depuis le 13 juin 2019, Démocratie Nouvelle ne fait plus partie du gouvernement, au même titre que certains partis de l'opposition qui avaient été avec nous au dialogue d'Angondje. Et de ce point de vue, Démocratie Nouvelle a conduit la délégation de l'opposition à ce dialogue d'Angondje. Nous osons croire que le président de la République fera en sorte que Démocratie Nouvelle retrouve la place qui lui convient au sein de l'équipe gouvernementale, si tant est que nous restons encore dans l'esprit des accords d'Angondje. Est-ce que vous doutez, vous pensez que ce n'est plus totalement le cas, puisque vous parlez de tenter que vous soyez encore dans l'esprit des accords d'Angondje, étant donné que on a reçu hier M. Yoredzan et l'inquiétude était effectivement de savoir si aujourd'hui les accords d'Angondje tiennent toujours.
C'est pourquoi nous nous posons la question, mais en politique, il faut se douter de rien. Vous savez, en politique, la vérité de 9h n'est pas celle de 13h. Donc, tout peut évoluer à tout moment. Et puis, le président de la République, par les différents leviers qui sont les siens, peut estimer à un moment donné, par les jeux politiques, il peut estimer que Démocratie Nouvelle fasse un retour au gouvernement. Il appartient au chef de l'État d'apprécier, mais nous émettons quand même un peu cette inquiétude de voir que certains partis qui avaient été avec nous, alors que nous conduisions la délégation de l'opposition à ce grand dialogue, à cette table ronde. D'ailleurs, Michel Fibizéhi était avec nous, que Démocratie Nouvelle, pour l'instant, ne fasse pas partie de l'équipe gouvernementale. Bon, c'est juste un petit regret, mais nous tenons à marquer notre soutien à ce gouvernement auquel j'ai appartenu, auquel Yogo a appartenu, ce gouvernement et surtout l'accord que nous avons avec le chef de l'État dans le sens de soutenir aujourd'hui sa politique. Alors, Michel, je voulais demander à monsieur, on reproche au PDG d'avoir écarté beaucoup de partis dans la composition de ce gouvernement, d'avoir mis à côté les accords d'Angonje, d'avoir pensé qu'à vous, le PDG, pour diriger le Gabon en pleine crise du Covid-19. Il n'y avait pas d'autres compétences ailleurs? Non, je crois qu'il faut sortir de ce schéma un peu étroit qui consiste à dire qu'il faut à chaque fois récompenser les partenaires politiques par des nominations d'extrapontins ministériels. Je crois qu'au-delà des choix de la composition du gouvernement, il y a des axes essentiels dans lesquels on peut collaborer, travailler dans un partenariat beaucoup plus positif pour le pays. Et je peux vous garantir qu'au-delà du gouvernement, il y a des postes très très importants, des postes assez décisifs au sein de la haute administration qui, à mon avis, doivent permettre à certains de nos partenaires d'avoir voix au chapitre dans ce qui se fait au niveau du pays, le travail de construction du pays. Mais vous savez également que quand on est sur un gouvernement, c'est souvent le moyen pour les partis politiques d'avoir une représentativité qui leur permet d'asseoir leur notoriété nationale. Étant donné qu'il s'agit d'accords politiques, c'est tout à fait naturel qu'on puisse traduire ces accords politiques par une présence au sein du gouvernement. Mais si cette fois-ci la représentativité de l'opposition au sein de son gouvernement n'est pas si très 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 visible. Et même de la majorité. Il n'y a pas que le gouvernement, l'opposition. Je crois que cela traduit de la part du chef de l'État certainement une volonté de resserrer les rangs et de donner à ce gouvernement une mission très urgente et qui requiert, je vais dire, une réaction très très rapide, de sorte que ce gouvernement ne paraît pas un gouvernement politique. On a l'habitude de dire que c'est un gouvernement politique parce que dans sa composition extra large, on retrouve un peu toutes les composantes, le panel, les partis politiques qui représentent la toile, l'éventail des alliances politiques autour du chef de l'État. Mais là, il s'agit, à mon avis, d'un gouvernement de combat, un gouvernement qui a une mission essentielle, nous sortir de ce creux, de cette période difficile de la Covid-19 et permettre la relance de l'économie nationale. Et sur ce point, je pense que le gouvernement a voulu, le président de la République a souhaité certainement mettre en place un gouvernement technique, un gouvernement restreint, avec un champ d'action très restreint, des objectifs bien précis. Je voulais quand même ajouter quelque chose à propos de Mme Osuka Raponda, que c'est un pur produit du Gabon. Nous savons qu'elle a suivi toute sa formation, sa scolarité au Gabon. C'est une fierté pour le système scolaire national d'avoir produit une femme de cette qualité et qui aujourd'hui me paraît faire la fierté de nos compatriotes femmes. Je pense que ce n'est pas une opération de com', ce serait lui faire injure que de ne pas lui reconnaître ces compétences-là, ces qualités-là. C'est ce que je tenais à dire. Mais pour répondre au docteur Toutoumgom, qu'il se rassure, qu'il soit rassuré, c'est que les accords d'Angonje ne sont pas morts. Je suis bien placé pour le dire parce que je fais partie d'une délégation qui accompagne le secrétaire général adjoint 2, le camarade Eloi Zondo, qui mène en ce moment une série de consultations visant
à remettre en place pas qu'une majorité républicaine, mais une alliance de partenaires politiques autour du chef de l'État qui comprend aussi bien nos alliés qui ont pris part aux accords, aux négociations, aux accords d'Angonje, mais au-delà également d'autres partis d'opposition et ceux qui font partie de... Quelle serait l'ambition de cette nouvelle consultation qui pourrait plus ou moins créer un consensus autour d'Ali Bongo? Quelle est l'ambition? Mais nous sommes en politique. Il y a toujours dans une démarche politique des objectifs politiques. Mais au-delà, il y a la volonté de rallier le plus grand nombre de partenaires autour d'une plateforme de gouvernement. Nous parlions tout à l'heure de la présence ou non de certains partis politiques au sein du gouvernement. C'est aussi cela. Cette alliance large qui porte sur la mise en place et la conduite des affaires du pays de manière beaucoup plus collégiale, avec un programme de gouvernement qui tienne compte des aspirations de toutes les parties concernées. Jusqu'à présent, nous avons fait ce qu'on appelle des ajouts, des adjonctions de noms, des membres du gouvernement nommés parce qu'appartenaient à une formation politique dont, par exemple, les programmes ou les projets ne sont pas forcément pris en compte dans le cadre de la politique nationale globale. Peut-être que nous allons aller vers une plus grande intégration justement de ces objectifs, ces programmes de gouvernement dans le cadre d'une alliance qui est beaucoup plus large. Je n'en sais rien, mais je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui procéder de la même façon qu'il y a 10 ans, avec des nominations intuitives personnelles de certains membres du gouvernement, certains ministres au sein du gouvernement, sans rapport avec leur positionnement et leur façon de voir un peu la gestion du pays. Tout cela va dans le sens d'un renforcement et, je veux dire, d'un approfondissement également de notre démocratie dans la pratique. Est-ce que l'État voudrait à ce moment-là donner à sa politique une emprise beaucoup plus large des différentes aspirations, des différentes sensibilités politiques? Jonathan Toutoumgom, en s'inscrivant dans cette logique que présente actuellement Michel Filimzé, est-ce qu'aujourd'hui, une éventualité de l'adhésion ou nouvelle adhésion de démocratie nouvelle à cette nouvelle configuration autour d'Ali Bongo n'affaiblirait pas vos assises politiques? Non, mais pour l'instant, je suis au courant de la démarche menée par M. Luanzondo, qui est un des secrétaires généraux du PDG. Vous savez, un parti politique est un groupe organisé et qui a des instances. Nous ne sommes qu'au stade des consultations. Et après ces consultations, je pense que notre leader, le premier secrétaire démocratie nouvelle, en la personne de M. René Demezobian, se fera peut-être le devoir de réunir un comité permanent du parti. Pourquoi pas l'élargir à d'autres instances pour pouvoir apprécier les négociations qui sont en cours en ce moment. Et à partir de là, je pense qu'au cours d'une réunion du comité permanent ou même au cours d'un congrès extraordinaire, peut-être le parti prendra position. Donc je ne peux pas vous dire à l'heure où nous sommes, puisque les négociations se mènent, je ne peux pas vous dire quelle serait la position qui serait de ces résultats. Justement, à ce propos, la réponse du docteur Ntoutoungo me paraît tout à fait avisée, parce que je vous parlais à l'instant de la tenue encore en cours justement de ces consultations. Il est peut-être prématuré aujourd'hui de présumer ou de présager de ce que sera la position de démocratie ou de démocratie nouvelle ou de tout autre partenaire consulté. C'est d'ailleurs ce qui explique, à mon avis, un peu l'absence ou non d'un grand nombre de nos partenaires au sein du gouvernement, parce que nous, au Parti démocratique gabonais, sur les hautes instructions de notre distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous avons la volonté de remettre cette alliance et ce partenariat politique avec nos partenaires de démocratie nouvelle et d'autres formations qui ont pris part aux accords d'Angonje, mais au-delà, à tous ceux qui font partie de cette majorité présidentielle,
nous voulons justement faire un aggiornamento, un renouvellement complet, une mise à plat justement des termes de ces engagements-là, de sorte qu'on puisse nous relancer tous ensemble sur des bases saines et nouvelles qui tiennent compte des aspirations des uns et des autres. Mais il y a quand même au moment où nous menons ces consultations, qu'on procède à la dénomination de nos partenaires. Mais Michel Vinel disait, il y a quand même qu'aujourd'hui, le consensus autour d'Ali Bongo que vous voulez mettre en place pose quand même problème quand on regarde l'environnement politique national qui est composé aujourd'hui d'une opposition, du moins dite plus ou moins radicale, qui estime qu'on devrait plutôt désormais penser à la phase de mise en place d'une période transitoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des idées qui pourraient rassurer la population aujourd'hui sur la nécessité de continuer à travailler pour continuer à créer un consensus autour de Ali Bongo, alors que au sein de l'opinion il y a quand même une interrogation. Est-ce qu'Ali Bongo est toujours aux commandes de l'État au Gabon? Bon, mais c'est peut-être Michel répondra après moi. Quand nos amis de l'opposition, dite radicale, parlent d'une transition. Vous savez, la transition est l'étape qui sépare deux grands mouvements politiques dans un pays, deux grands événements politiques, surtout en cas de crise. Est-ce qu'il y a crise institutionnelle au Gabon? Je ne le pense pas. Mais l'état de santé du président quand même laisse songeur. Est-ce que nous partons d'une république à une autre? Est-ce que nous partons d'un événement politique à un autre style 90 où nous sortions du monopartisme pour le multipartisme où il fallait une période de transition? Je ne pense pas. Vous parlez de l'état de santé du président Ali Bongo. Je ne veux pas trop me prononcer sur des questions dont je n'ai pas la maîtrise. Vous savez, l'état de santé d'une personne, un président de la République n'est pas exempt de la maladie. C'est d'abord un être humain qui peut avoir des soucis de santé qui peuvent progressivement trouver une amélioration. Ce n'est pas parce qu'un chef d'État est malade qu'il faut absolument songer à une transition. Non, je ne pense pas. La transition aujourd'hui ne peut pas se justifier parce qu'il y a un mandat en cours et il y a des institutions qui fonctionnent. Et là, c'est l'enseignant de géopolitique qui vous parle. Ce n'est pas le membre de Démocratie Nouvelle. Il n'y a rien qui justifie aujourd'hui une transition au Gabon, si tant est que les institutions fonctionnent. Nous avons une assemblée, nous avons un Sénat, nous avons un gouvernement qui vient d'être mis en place, nous avons la présidence de la République qui fonctionne. Donc, vouloir évoquer la situation de l'état de santé pour aller à une transition, Ali Bongo n'est pas le premier chef d'État à être malade. Vous savez, et cela me fait, je ne sais pas si vous aviez prévu cette question, où quand j'entends ce qui se passe aujourd'hui en France, ça me fait sourire, en même temps ça me fait pleurer. Je suis même malheureux de constater que ceux qui constituent des exemples pour nous se fourvoient sur cette question. Vous savez que Mélenchon, qui a emboîté le pas au député du MoDem, Bruno Fisch. Bon, Mélenchon a aujourd'hui 68 ans. En 1968, lorsqu'il y a eu la révolution estudiantine en France, Mélenchon devait avoir 16 ans si mes calculs sont exacts. Et donc il a vu Pompidou arriver au pouvoir après le départ de De Gaulle. Mais Mélenchon doit savoir qu'il avait sa majorité, qui avait atteint la majorité politique à cette époque. Il devait avoir 18 ou 19 ou 20 ans. Mélenchon n'est pas descendu dans la rue pour dénoncer l'arrivée au pouvoir de Pompidou. Mais Pompidou était un grand malade. Pompidou n'a jamais gouverné en France. Et s'il veut se référer, il n'a qu'à se référer au documentaire intitulé « Ces grands malades qui nous gouvernent ». Pompidou n'a jamais gouverné. Laissez-moi poursuivre. Parce que on est un peu sonné par cet acharnement de la France. Et ça recommence comme en 2008 ou 2006, où la France s'est acharnée sur Omar Bongo et la même chose tend à se répéter. Mais tout à côté... Qu'est-ce qui peut justifier cet acharnement? Mais oui, justement, on sait que Mitterrand accède au pouvoir alors qu'il est malade. Il a gouverné une partie. Et je peux vous dire que le traité de Maastricht n'a recueilli qu'une victoire, comme on dit chez nous, rikiki, à l'arraché. Parce que quoi? Mitterrand sortait de sa deuxième opération de cancer de la prostate avec un visage émacé, s'est lancé dans la campagne. Les Français ont voté le traité pour soulager plutôt la psychologie de François Mitterrand, malade. Mélenchon, qui était du Parti Socialiste, je pense, à l'époque, il était membre du gouvernement. Membre du gouvernement, n'a jamais demandé
la transition ou le départ de Mitterrand parce qu'il était malade. Et je termine par ce dernier exemple. Tout à fait à côté, en Russie, en Russie, Boris Eltsine, alcoolique, malade. On a dû le maintenir en vie parce que Bill Clinton devait faire une visite à Moscou. On a dû le maintenir en vie. Les documents existent. Mélenchon, Fox n'ont jamais demandé une transition dans ces pays où le départ. Donc, c'est pour dire que nous ne pouvons pas comprendre cette position condescendante des autorités françaises vis-à-vis de la situation du Gabon. Et ce que je peux déplorer, peut-être Michel en répondra, c'est que nous voyons rarement les acteurs politiques de la majorité, surtout du PDG, notamment à l'Assemblée, puisqu'ils le font à l'Assemblée nationale française, par réciprocité. Pourquoi les députés, en direct de la télévision nationale, ne dénoncent-ils pas l'acharnement des députés français sur un président gabonais, alors que le PDG à la majorité est à même de répondre par l'entremise de l'Assemblée aussi, par souci du respect, du parallélisme des formes. Il faut que on a l'impression qu'Ali Bongo aujourd'hui est seul face aux députés français. Personne n'ose venir le défendre. Donc, moi je suggère que les services de la communication de l'Assemblée nationale, puisque c'est la voie qu'on utilise en France, qu'il y ait réciprocité et qu'il y ait des députés du Gabon et de la majorité qui défendent le président de la République, qui est d'ailleurs leur leader au sein du Parti démocratique gabonais. Mais on a l'impression que personne ne prend l'initiative de défendre le président Ali Bongo, qui se trouve être aujourd'hui livré à la vindicte des députés français. Michel Vindimze, on sait que la France... Rassurez-vous, docteur Jonathan Toutoum-Ngom, que le Parti démocratique gabonais est justement au front dans cette réplique, tant vis-à-vis du député Bruno Fuchs que du président du Parti Les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes sur la brèche et vous savez aujourd'hui que la part importante que représente la communication numérique, c'est que sur le plan numérique, que le Parti démocratique gabonais justement réagit avec beaucoup plus d'impact. Mais Michel, il s'agit d'un écho qui devrait être public. Monsieur Jonathan Toutoum-Ngom a parlé du parallélisme des formes. Pourquoi la notabilité politique en ce qui concerne les députés gabonais, membres du Parti démocratique gabonais, ne défendent pas suffisamment leurs distingués camarades présidents? Vous avez, cette question est mineure. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, aux yeux du Parti démocratique gabonais, ce parti soit un problème numéro un. Nous n'allons pas, nous, aujourd'hui, nous mettre à vouloir démontrer la capacité de notre distingué camarade président à gouverner. Cela n'a plus de l'ordre de la démonstration. En parler même, c'est reconnaître qu'il y a un problème. Il n'y a aucun problème. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui ne représente... Vous voulez répondre aux imbéciles par un grand silence? Passez-moi l'expression. Nous avons déjà des canaux par lesquels nous avons réagi et nous pensons que ce ne serait pas la même chose si c'était l'État français qui aurait posé la question, le problème en ces termes. Pour le moment, ce n'est qu'un individu qui plus est qui ne dirige pas un parti de gouvernement. Les Insoumis, c'est un parti révolutionnaire, anarchiste, d'un personnage assez folklorique du paysage politique français, toujours énervé, toujours... Vous pensez que c'est gratuit qu'il le fait? C'est gratuit que ces députés s'acharnent à mettre l'accent sur l'état de santé du chef de l'État? C'est fortuit? Vous savez, la politique, elle se fait dans la mesure. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand vous voyez un fou... tout nu, courir à travers la ville, ne vous mettez pas également qui vous vole vos habits pendant que vous êtes dans la rivière, ne sortez pas pour courir, pour le rattraper. Il vaut mieux prendre d'autres dispositions. Je pense qu'en l'occurrence, nous sommes devant une situation qui rappelle un peu ce proverbe-là. Jean-Luc Mélenchon représente quoi? Et nous savons d'où vient cette... C'est quand même le troisième à l'issue de la dernière élection présidentielle en France. Qu'est-ce qu'un député français peut-il faire par rapport à des questions internes d'un pays souverain comme le Gabon? Vous devez comprendre le fonctionnement du Palais Bourbon, qui est le siège de l'Assemblée nationale française. N'importe quel député peut soulever une question donnée
parce qu'ils correspondent à ses préoccupations, les siennes propres ou les celles de ses concitoyens, de sa circonscription électorale. Il se trouve que nous savons d'où vient cette soudaine envie de vouloir savoir ce qui se passe au Gabon. Ça vient de Libreville. Nous connaissons les relations intimes qu'il y a entre Jean-Luc Mélenchon et certains de nos ténors de l'opposition au Gabon. Nous voyons également la concomitance qu'il y a entre justement ces sorties de Bruno Fuchs et Jean-Luc Mélenchon, avec ce qui se dit dans cette frange de l'opposition ici, qui remet en question justement la question. Vous parlez tout à l'heure de transition, mais vous voyez bien où va mon regard. Ces questions-là ne sont pas soulevées ex nihilo. Monsieur Jean-Luc Mélenchon s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, il faut que je parle de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba ». C'est de la politique politicienne. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus, nous en avons la preuve, que cette question leur a été soufflée et demandée instamment un peu par leurs amis qui sont ici pour leur venir en aide parce qu'ils sont essoufflés. Parce qu'aujourd'hui, pour un Gabonais qui observe l'activité politique dans notre pays, il n'est pas besoin de lui dire que le président de la République, tout récemment, a reçu madame le Premier ministre qui venait d'être nommé, a reçu un certain nombre de personnalités politiques, va encore cette semaine certainement recevoir en audience d'autres personnages politiques. Et donc, je ne vois pas comment moi, secrétaire national de son parti, je puisse me mettre devant un micro à Libreville pour réaffirmer le fait qu'il est en capacité de gérer le pays. Maintenant, ceux qui, à l'extérieur, sont actionnés par des personnalités de l'opposition dite radicale chez nous, qui leur demande d'agiter le cocotier, créer un peu cette espèce de buzz médiatique, qui en fait n'est qu'un buzz médiatique, qui n'a aucune conséquence politique. Quelles seraient les conséquences politiques ? Est-ce que vous ne pensez pas que vous sous-estimez un petit peu l'effet que ce type de déclaration peut avoir, dans le sens où, je m'explique, on est bien d'accord que des députés français ne peuvent pas avoir un impact particulier sur la politique au Gabon, cependant, ils peuvent jouer sur la sensibilité et les impressions que les populations peuvent avoir. On est bien d'accord qu'on a vu le président avec le Premier ministre, et d'ailleurs aujourd'hui il y a la présentation de serment des membres du gouvernement. Cependant, on sait aussi le rapport que les Gabonais ont toujours eu avec la France. Ou, bien sûr, est-ce que quand je vous demandais si vous ne sous-estimez pas un petit peu l'effet de ces réactions, est-ce que vous ne semblez pas tourner la tête vers l'objectif principal qui est recherché, semer le doute dans la tête des populations? Je vous réponds tout de suite. Cette question n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, ça fait combien depuis la maladie du président 2018, un peu au cours de l'année 2019, tout au long de l'année 2019, on a eu droit à cette affaire-là, de vacances de pouvoir, d'incapacité du président à diriger le pays. Le Gabon encore debout. Les institutions fonctionnent-elles, oui ou non? Monsieur Toutou Ngom, qui est ici, était ministre dans le gouvernement du président Ali Bongo Ondimba ou non? A-t-il pris part à des conseils des ministres ou non? Mais comment voulez-vous que nous puissions aujourd'hui nous émouvoir d'une manière tout à fait disproportionnée par rapport à une prise de parole de M. Jean-Luc Mélenchon? Qui plus est, Jean-Luc Mélenchon ne représente rien, absolument rien sur l'échiquier politique français. Ça aurait été un député de la majorité qui gouverne la France ou les Républicains, qui est un parti de gouvernement qui a géré la France, on aurait pu, à ce moment-là, nous poser des questions, et non pas nous plaindre, nous émouvoir, mais poser des questions à cette France-là qui se permet le droit d'interroger le Gabon sur l'état de santé de son président. Le Gabon est un pays indépendant. Les affaires de Gabon ne se gèrent pas à Paris, encore moins par M. Mélenchon. M. Mélenchon fait de la gesticulation, justement, dans le but de créer un buzz, et c'est l'objectif visé par ses amis qui n'en peuvent plus d'attendre. La peur, c'est emparer de ce camp-là, madame. Croyez-vous qu'aujourd'hui, certains dorment de juste sommeil comme vous? Ils voient le temps passer. Certains avaient annoncé qu'avant une certaine date, une certaine année, ils auraient le pouvoir. Aujourd'hui, on est en 2020. 2023 semble trop loin pour certains. Et beaucoup ne sont pas très sûrs qu'ils pourraient rééditer certains exploits en 2023. Comme disait le docteur Jonathan Toutou Ngom, la politique, c'est pas un long fleuve tranquille. Comme on dit, on ne se lave jamais dans la même rivière. L'eau dans laquelle on s'est lavé a coulé et c'est une autre eau qui passe
à nouveau. Et c'est sûr que dans ce camp-là, on est dans plein émoi. Évidemment, on agite le cocotier, le drapeau, le chiffon rouge. Pourquoi? Parce que justement, on a très peu d'arguments. La maestria avec laquelle le chef de l'État a conduit la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19, le fait que le Gabon ait réussi jusqu'à présent à contenir le nombre de décès dus au Covid-19, mais également le fait qu'au niveau international, on reconnaît au Gabon la justesse de sa stratégie de lutte, de riposte contre la Covid-19. Même si les frontières de l'Union européenne nous sont toujours fermées. Qu'importe. De toutes les façons, la réciprocité est appliquée. À ce que je sache, le Sénégal aussi, qui est un pays qui n'est pas des moindres au niveau de l'Afrique de l'Ouest, est également dans la même situation que le Gabon. Mais l'Union européenne, c'est pas la France. La France, c'est pas l'Union européenne. Les raisons pour lesquelles l'Union européenne a pris cette mesure, nous la comprenons, autant que nous-mêmes en interne. Enfin, comment voulez-vous demander à l'Union européenne de nous ouvrir ses portes quand nous-mêmes en interne nous disons il faut avoir un certificat de non-infection au Covid-19 pour partir, circuler à l'intérieur du pays. Il faut reconnaître que cela, et puis il faut arrêter avec cet européocentrisme qui veut que nous soumettions à l'approbation ou à la sanction de la France ou à la sanction européenne pour nous sentir bien dans notre peau. Nous n'avons rien à dire, on n'a pas de compte à rendre à M. Mélenchon. Si Mélenchon s'inquiète tant de l'état de santé de notre président, qu'il vienne lui rendre visite. Monsieur de Toumungom, est-ce qu'aujourd'hui, parce que Gina a effectivement posé la question de l'impact que cela, de ces interpellations des députés français à l'adresse de leur gouvernement. Excusez-moi, monsieur Philippe Zé, est-ce qu'aujourd'hui, il est de nature à minimiser ces interpellations, surtout quand on sait que le système français, du moins le système politique en France, amène toujours à un consensus républicain lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de la France. Est-ce que ces interpellations des deux députés français ne peuvent pas réellement interpeller l'opinion publique et même politique sur le plan national? Je pense que Michel Philippe a donné des arguments qui peuvent tenir et d'autres qui peuvent tenir moins. Et je pense que Madame Gina à côté a posé une question importante, la question de sembler minimiser l'impact des déclarations des députés français. Je pars d'une méthodologie. Lorsqu'on sait la méthode utilisée au Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale française, pour les questions au gouvernement, ces questions sont écrites et envoyées quelque temps avant au bureau de l'Assemblée nationale. Et si ce bureau prétend que ces questions tendent à vouloir, par exemple, violer les circonvolutions diplomatiques entre deux États, je pense que ces questions doivent être retirées. Ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois, ces questions sont agréées, sont autorisées à être posées au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Le Drian. Ça m'inquiète. Tout comme ça m'inquiète lorsque le Drian vient répondre pour la première fois, une question lui est posée sur 3 pays, le Gabon, la Guinée-Conakry le Cameroun. et le Cameroun, le Mali. Et puis il répond pour la Guinée-Conakry, il répond pour le Mali, il passe sous silence le Gabon. Il y a Michel qui a dit tout à l'heure qu'il y a un adage chez nous qui dit que si un fou vous ramasse vos habits au bord d'une rivière alors que vous êtes en train de prendre un bain, et si vous le poursuivez, vous risquerez d'être considéré comme un fou. Tout comme un autre adage qui dit un garçon qui a sa fronde, qui chasse les oiseaux, même les cailloux perdus peuvent tuer ces oiseaux. Autrement dit, ce que nous pouvons négliger ici peut avoir un impact, comme l'a dit la jeune dame, sur la population. Et il y a un fait important. Les Gabonais aujourd'hui ne regardent plus les télévisions nationales, ne regardent que les chaînes Canal. Et ces débats se passent au niveau des chaînes de télévision françaises. C'est pourquoi moi j'ai proposé tout à l'heure, et je l'ai dit, je l'ai dénoncé, que les députés, pour choisir le respect du parallélisme des formes, il faut que les députés gabonais, les députés du PDG répondent par la même voix, puisque la chaîne gabonaise est aussi sur satellite, que les députés gabonais, que les acteurs politiques gabonais répondent aussi aux acteurs politiques français, notamment aux députés du MoDem et à Jean-Luc Mélenchon. Donc, ceci dit, et Michel le reconnaît ici, nous avons déjà subi le même acharnement et des médias français et des acteurs politiques français avec Omar Bongo à partir des années 2008. Donc, ce qui me paraît
négligeable n'est pas forcément transposable sur l'ensemble des populations. Et à partir de ce moment-là, moi je me dis, il ne faut pas que nous nous contentons. Vous savez, nous pouvons avoir nos problèmes en interne, mais je n'autoriserai pas que le président de la République soit livré à la vindicte populaire d'un pays étranger. Et à partir de ce moment-là, ça remet en cause un problème de notre souveraineté et que nous devons défendre. Donc à partir de ce moment, moi je pense qu'il va falloir que nous montions au créneau pour faire... Moi j'ai développé les arguments tout à l'heure qui démontrent que les chefs d'État d'Europe ont été malades. Moi j'ai été au gouvernement au moment où le président Bongo a eu ses soucis de santé. Et je suis resté encore 1 an. Nous avons géré cette situation jusqu'à ce qu'il soit de retour. Mais je peux vous rassurer que l'état dans lequel décrivent les députés français n'est pas réel. Moi, j'ai la photo que j'ai faite avec le président. Il nous a reçus. C'était quand il arrive à l'aéroport au mois de mars 2019. Le président, nous n'avons pas pu le voir à l'aéroport, mais arrivé en conseil des ministres, il a tenu à recevoir individuellement chacun d'entre nous. Et je faisais partie du gouvernement à cette époque. Il parle de quoi ? Dans un pays où le président vient de nommer un premier ministre, dans un pays où le président a reçu physiquement ce premier ministre, dans un pays où il reçoit l'ensemble des dirigeants militaires, dans un pays où il va présider la prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement avant que ce gouvernement n'entre en fonction. Mais il n'y a qu'à 6000 km qu'on nous dit que le président n'est plus en capacité de diriger le pays. Donc moi je pense qu'à partir de là, nous ne devons pas négliger l'impact, nous devons répondre comme nous le faisons dans votre radio, mais nous devons aller plus loin pour répondre aux acteurs politiques français. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu dans des proportions tout à fait objectives. Vous pensez bien, pour certains d'entre nous qui ont vécu en France ou ailleurs, vous savez, l'actualité africaine, je n'ai jamais pu m'informer sur l'Afrique en étant à Paris. Il n'y a aucune radio qui diffuse l'actualité africaine en France. Il y a bien Radio France. RFI Non, Radio France. RFI n'est même qu'en Afrique. Radio France qui parle un peu de temps en temps de certains faits majeurs. Comprenez-moi, cette affaire est d'abord et avant tout une affaire de buzz communicationnel à destination du continent africain. Vous parlerez à un parent à vous qui est à Paris en ce moment, il n'est même pas au courant de ce que M. Mélenchon a dit. D'abord, vous pensez bien qu'au jour d'aujourd'hui, parlons des priorités, des affaires qui peuvent, parce qu'il parle du chaos. Il redoute le chaos au Gabon. Bien sûr. Alors, parlons du chaos. À votre avis, sur le continent africain, quelles seraient les zones où on pourrait craindre le chaos? Moi, il me semble bien à l'esprit directement le Mali. Il y a le Mali, il y a le Togo, où le président Faure Gnassingbé a maille à partir avec son opposition et notamment son challenger à la dernière élection présidentielle, qui d'ailleurs a faussé compagnie à ses gardiens dans sa résidence. Il semblerait qu'il ne soit plus... Il est en fuite. Et voilà. Donc, il y a la Côte d'Ivoire dont nous parlions dans les coulisses tout à l'heure, qui inquiète un peu certains observateurs avisés par rapport à la... Mais est-ce que la situation du Gabon en 2016 quand même, l'embrasement qu'il y a eu en 2016 n'est pas aussi une façon pour ces derniers de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver en 2023? Mais attendez, vous parlez de 2020 ou vous parlez de 2023? 2023, parce qu'ils sont dans la perspective de 2023, à ce qui se lit. Monsieur Mélenchon dit, si on y prend garde maintenant, parce que le président n'est pas au contrôle, c'est le chaos qui menace. Il ne parle pas de 2023. Non. Il parle de maintenant. Alors, est-ce que vous pensez que notre pays est menacé de chaos en ce moment? Moi, je crois qu'il faudrait quand même que ceux d'entre nous qui ont des charges politiques et qui ont cette responsabilité d'orienter nos compatriotes évitent d'être fébriles. C'est dans votre rôle, votre mission, vous les hommes des médias, de faire monter la mousse, mais les hommes politiques, on attend d'eux qu'ils aient un comportement qui fasse preuve de sang-froid. Évidemment, comme l'a dit le docteur Jonathan, rien n'est à minimiser, mais il ne faut pas non plus exagérer l'importance. Les Gabonais sont suffisamment adultes. Les Gabonais voient leur président en activité. Et je pense qu'avant de prêter l'oreille à ce que dit M. Mélenchon à 6000 km d'ici,
ils vont d'abord, à un moment, jeter un œil sur ce qui se fait chez eux du côté du palais de la République. Je pense qu'il ne faut pas infantiliser les Gabonais. Et je peux vous assurer que si vous tendez votre micro dans la rue ici, certains vous diront que ce sont des manigances qui viennent d'ici. C'est des alliances sombres entre un certain Mélenchon et un groupe de certains opposants radicaux d'ici qui cherchent à faire un peu, à agiter le chiffon rouge. C'est vrai. Mais la France officielle, la France régalienne, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'importance de ces relations avec le Gabon. Et à plusieurs reprises, s'est prononcé sur la situation du Gabon à travers sa voix la plus autorisée qu'est celle du président Emmanuel Macron et de son ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas courant de voir un président de la République française annoncer quelque chose en 2019 et dire le contraire en début 2020 ou en mi-2020. Qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse avoir changement complet de la position de la France? Est-ce que le président Ali, tout près dans un État voisin, un de nos pays frères voisins, le chef n'est pas visible depuis environ 5 mois? Et son opposition en est arrivé à se poser les questions sur sa présence effective aux commandes de son pays. Pas plus loin, à nos frontières. Voilà, si Jean-Luc Mélenchon voulait tellement se préoccuper de la situation de ces territoires d'outre-mer, il faudrait qu'il s'inquiète un peu des pays voisins du Gabon qui ont un problème de visibilité de leur président depuis près de 5 mois. Et il y a le Mali, qu'il envoie les troupes coloniales pacifier le Mali, le territoire du Mali, du Soudan, et qu'il aille pacifier la Côte d'Ivoire. Si Mélenchon voudrait être conforme à cette France éternelle, porteur de civilisation, de lumière dans le monde, qui viennent civiliser les sauvages au Mali, les sauvages au Cameroun, les sauvages en Côte d'Ivoire, mais qu'il arrête de se préoccuper de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. S'il s'en préoccupe, qu'il demande à être reçu par le président Ali Bongo Ondimba, qui, véritablement, je ne vois pas, n'aurait pas de raison de refuser une audience à un élu français qui plus est un président. Monsieur Dr Mungom, c'est vrai que de façon caricaturale, on voit bien un peu à quoi renvoie un tout petit peu la dernière intervention de Michel Félimzé, notamment avec l'idée d'ingérence qu'il y aurait de la part de ces députés français. D'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Claude-Billy, lorsqu'il a répondu à Bruno Fuchs par rapport à sa sortie, il parlait des nostalgiques d'une certaine époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement entrevoir une idée de nostalgie de l'époque coloniale chez les acteurs politiques français? Non, moi je vois des connivences. Je pense que la France n'a pas encore abandonné sa politique paternaliste vis-à-vis de ses anciennes colonies. Mais en même temps aussi, vous savez que la France tire quand même sa puissance dans le concert des nations à travers ses anciennes colonies, notamment ses colonies africaines. Pour que la France ait un certain poids au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il compte beaucoup sur l'appui des pays indépendants d'Afrique francophone. À partir de ce moment, vous comprenez que la France ait un regard au niveau de ces pays qui la soutiennent quand il va falloir prendre de grandes décisions au niveau mondial. Mais en même temps, il y a aussi la question des intérêts. Et le général de Gaulle disait que la France n'avait pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et Dieu seul sait que sont les intérêts de la France au niveau des pays d'Afrique francophone, en termes de marché, de consommation et en termes de pourvoyeurs des matières premières d'exploitation. Nous avons été des colonies pour les unes, des colonies d'exploitation économique, des colonies d'exploitation, mais aussi des colonies de peuplement, les pays du Maghreb et tout le reste. Mais ceci dit, aucun pays ne vient en autarcie. Nous sommes toujours en relation internationale, c'est-à-dire chaque pays peut regarder ce qui se passe dans un autre pour ça stabiliser. Vous savez, pour être stable chez vous, vous devez sécuriser vos frontières. Et lorsqu'on sait aujourd'hui les problèmes qu'il y a en Occident, où les terroristes ont trouvé un lit de repos au niveau des pays d'Afrique, sud du Sahara, pour pouvoir aller attaquer les intérêts occidentaux, soit en Afrique ou en Europe. C'est tout à fait justifier que la France s'intéresse aux questions africaines. Mais est-ce qu'elle le fait avec la manière? Et est-ce qu'elle le fait dans l'intérêt de ces pays africains? Là est la question. Donc, je pense que la vision paternaliste de la France n'a pas du tout changé. Mais en même temps, il appartient aux Africains, il nous appartient à nous, Gabonais, de faire
croire à la France que le Gabon est désormais un pays souverain et qu'à un moment donné, c'est à nous de nous intéresser sur certaines questions qui engagent la vie de notre nation. Mais techniquement, par rapport aux députés, vous savez qu'ils sont en vacances parlementaires et qu'il est peut-être assez quand même déplacé de leur demander de venir uniquement prendre la parole pour répondre à M. Mélenchon. Attendant qu'ils reviennent, ils ont le droit, après la loi sur la dépénalisation, d'aller un peu, prendre un peu, un souffle un peu. Et je crois que dans l'histoire, je persiste à dire qu'il ne s'agit pas là de la démanigance d'un gouvernement néocolonialiste français. Ces relents-là, on les a sentis à l'époque, jusque dans les années 70. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des lobbies, des groupes d'intérêt, des connivences qui agissent et essaient d'entraîner la France officielle dans ces genres de combats perdus d'avance. Ce qui fait bouger Mélenchon et M. Bruno Fuchs, ce sont des connivences avec des acteurs politiques locaux. Merci M. Philippe Zé et M. Jonathan Tutumungom. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Nous vous remercions. Merci. Start Fresh Morning.